Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais essayer de trouver un bien rentable à Périgueux. Alors, qu'est-ce qu'un bien rentable pour un investisseur rentable? C'est tout simplement un bien qui s'autofinance au minimum et si possible qui dégage un cash flow, c'est-à-dire un revenu d'exploitation tous les mois. Donc au final, on va prendre le coût total d'achat avec les frais de notaire et les coûts des travaux. On va avoir une mensualité de prêt à rembourser. Plus, on va prendre en compte tout ce qui est charges, comme l'assurance propriétaire non occupant, comme la taxe foncière, comme les frais de gestion si vous faites gérer votre bien par une agence. Tous ces frais que la plupart des gens oublient en fait, que ce soit intentionnel ou non intentionnel, on les oublie mais pourtant ils comptent réellement. Donc pour ça on va se placer derrière mon écran, vous allez être derrière moi comme vous allez vraiment me suivre voilà, dans toutes les étapes que j'ai pu identifier pour essayer de trouver un bien rentable à Périgueux. Donc la première étape ça va être une prise d'information sur la ville. La deuxième étape ça va être l'estimation du loyer que l'on pourrait obtenir dans la ville de Périgueux. La troisième étape, on va chercher des biens à vendre et on va en sélectionner un pour la suite de notre étude. La quatrième étape, ça va être une estimation rapide du rendement pour savoir si oui ou non on va aller plus loin dans l'analyse. La cinquième étape, on va calculer du coup les mensualités du crédit. Et la sixième étape, on va utiliser mon simulateur personnel, mon calculateur de rendement, de cash flow, et on va pouvoir aussi comparer différents scénarios comme un loyer plus ou moins haut, comme une négociation plus ou moins forte, comme des charges baissées ou des charges plus élevées. Voilà, on va voir tout ça ensemble. Donc la première étape, ça va être la prise d'information sur la ville de Périgueux. Pour ça, moi j'utilise toujours Internet parce que j'ai peut-être oublié de le préciser, mais je ne connais pas du tout la ville de Périgueux. Je n'y suis jamais allé, donc je me place vraiment en tant que débutant, comme vous si vous êtes dans la région de Périgueux ou que vous habitez à Périgueux et que vous souhaitez investir dans cette ville. Donc c'est une commune française la plus peuplée du Périgord, pardon, située dans le centre-est de la région Nouvelle-Aquitaine, chef-lieu aussi. On compte à peu près 30 000 habitants et 100 000 habitants dans l'agglomération. Donc ça fait une belle agglomération. Est-ce qu'il y a... Donc on va regarder aussi sur Google Maps un petit peu où se trouve Périgueux plus concrètement, comment la ville est dessinée. C'est vrai que le Périgord c'est une région un peu enclavée, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des bonnes affaires à faire dans l'immobilier. Parce que si vous me suivez, vous savez qu'il y a des bonnes affaires partout dans l'immobilier et tous les jours. Ok, on est entre Angoulême, Brive-la-Gaillarde, Bergerac, Libourne, Limoges. Effectivement, il y a une autoroute aussi qui passe à côté. Donc ça, c'est intéressant pour, je pense, de la location saisonnière Airbnb. On va voir ça plus précisément. Donc Périgueux. On a une gare TER. Ok. Université. Je regarde s'il y a des universités pour savoir s'il y a un marché étudiant dans la ville. Ouh, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Alors, faut faire le tri. Hein. Nous, ce qu'on cherche, c'est des écoles supérieures dans lesquelles les étudiants se logent dans la ville. Parce que les IUT, souvent, ce sont des personnes qui habitent pas très loin et du coup qui rentrent chez leurs parents dormir. On va quand même regarder un peu l'IUT de Périgueux.
On va chercher les chiffres clés. Donc il y a 4 DUT, 3 licences pro et 3 DU. Je ne sais pas ce que c'est un DU. On va regarder tout de suite. Diplôme universitaire, d'accord. Ah, c'est un diplôme propre à l'université, mais c'est pas national. On ne sait pas quel niveau ils ont. Donc c'est des DUT et 3 licences pro, il y a quand même 700 étudiants. Il y a des enseignants forcément qui vont avec, il y a quand même... ça crée une dynamique. Un autre moyen de savoir le nombre d'étudiants à Périgueux, c'est de taper nombre d'étudiants Périgueux. Donc là on parle de 1400 étudiants. Avec une augmentation en 2020, donc ça tombe bien, on est en 2020, pour ajouter des cours et une cafétéria. Ok, bon, on va noter 1400 étudiants. On pourrait faire une étude un peu plus approfondie sur les étudiants par la suite. Parce que c'est vrai qu'on a vu 700 dans l'université. DUT, ça va pas forcément ces personnes-là qui vont chercher à se loger. Les hôtels. Oh, c'est intéressant. Ah, il y a beaucoup d'hôtels. Il y a beaucoup d'hôtels pour une ville de 30 000 habitants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 plus tous les hôtels aux alentours. Ça fait un petit paquet d'hôtels. Alors pourquoi les hôtels? Parce que les hôtels, en fait, sont des chaînes en général qui ont fait des études de marché. Et s'ils ont décidé de s'installer à Périgueux, c'est qu'il y a un marché pour de la location courte durée. Et donc pour nous, en tant qu'investisseurs, pour de la location saisonnière, de vacances et Airbnb, c'est la même chose. Des durées, des voyages qui durent une semaine, 3 jours, même un jour. Donc il y aurait potentiellement un marché vu qu'il y a de la concurrence. Voilà. Souvent on a peur d'avoir trop de concurrence et on choisit des marchés avec peu de concurrence, mais en fait la concurrence signifie qu'il y a un marché. S'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a peut-être pas de marché et que vous prenez des risques en fait à lancer quelque chose dans ce marché. C'est pas plus mal en fait. Alors, un hôpital. Ouh. Dis donc, il y a beaucoup de choses à Périgueux. Donc je vais regarder le site internet centre hospitalier. Là aussi, le but c'est de trouver les chiffres clés. Je regarde en même temps que vous. Alors, découvrir l'hôpital, les chiffres clés. Donc, plus de 2600 professionnels et 166 médecins. Capacité de 1200 lits. Avec une répartition 547 en EHPAD, 506 répartis entre la médecine, la chirurgie, la gynécologie et l'obstétrique. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. 2600 professionnels, c'est vraiment beaucoup. Je peux vous dire, comme je compare beaucoup d'hôpitaux et de villes entre elles, au niveau des hôpitaux, c'est vraiment une très bonne ville. Avec 1200 lits. Ah ouais. Ce
qui peut être aussi intéressant, c'est de savoir s'il y a une entreprise leader dans la ville et qui emploie 15-20% de la population. Donc, ça va plutôt se faire en posant des questions directement, parce que sur Internet, on a du mal à trouver des entreprises comme ça vraiment... Déjà, c'est assez rare dans les villes d'avoir des grosses entreprises comme ça. C'est un peu comme Michelin à Clermont-Ferrand. Donc, personnellement, il faudrait poser plus de questions aux personnes dans la ville, aux passants, pour avoir ce genre de réponse. Après, il y a la partie transport intéressante à regarder. Par contre, ici, on n'a pas de métro, on n'a pas de tram. On a une gare, mais c'est des TER. On voit ici TER. Donc, je ne vais pas faire plus attention que ça au transport. Par contre, s'il y avait le TGV, là j'aurais pu me renseigner sur les villes que dessert la ligne de Périgueux, etc. TGV tout de suite, c'est bien plus pratique pour beaucoup de monde. Alors la deuxième étape maintenant, on va estimer un loyer. Donc ce qu'on va essayer de faire, ce que j'aime encore bien faire, c'est essayer de transformer un grand studio en un T2. Ok ? Donc c'est simple. En fait, on va chercher le prix de location d'un T2 pour savoir combien on pourrait louer notre grand studio transformé en T2. Moi, j'aime bien passer par le site Bien Ici. En plus, si on vise un grand studio, on reste dans des prix assez bas, ce qui permet de se faire la main, surtout dans un premier investissement, se rendre compte de toutes les étapes, se rendre compte de ses erreurs, parce qu'on fait toujours des erreurs quand on débute, mais rien qui nous empêche véritablement de trouver de la rentabilité, mais on fait quand même des erreurs. Alors, location, Périgueux. Bon, 600 €, je pense qu'on va largement trouver. J'aimerais louer 2 pièces et plus. On voit qu'il y a beaucoup de biens à louer. Et on va prendre un petit peu les prix au hasard. Donc on a du 390 €, 39 mètres carrés. Ici on a 450 €, 48 mètres carrés. Ici 455 €, 39 mètres carrés. J'aimerais bien avoir des biens dont la surface est en dessous de 38 mètres carrés, parce que nous, notre grand studio, il va pas faire 40 mètres carrés, il va plutôt faire dans les 30-32 mètres carrés. Donc ça m'intéresse. Celui-là par exemple, 450 €. Ah, il est cher. Hein. Ah, il est cher. 33 mètres carrés, 450 €. Je dis qu'il est cher par rapport aux autres annonces que j'ai vues. Ici, on en a un à 350 €, 33 mètres carrés. Là, on en a à 395 €, 33 mètres carrés.
Ici, on en a un 358 € pour 31 mètres carrés. Ça va plutôt être cet espace-là dans ces espaces-là qu'on va avoir notre grand studio. Ok. Bon, on a quand même différents prix à Périgueux. On a un bel écart de prix. 350, 399. Je pense qu'on pourra louer 360 minimum. Minimum, peut-être 400 €. 360 €. Ouais, des fois on a 360 €, je pense que c'est déjà pas mal pour le marché. Maintenant on va passer à la troisième étape, les biens à vendre à Périgueux. Donc on va chercher des studios. Studio, hop. Donc 30 mètres carrés minimum pour avoir la place tout simplement de faire un studio. Alors, le prix d'achat bien sûr je dois le changer. Donc, je pense que pour 120 000 €, alors, j'ai cet appartement-là. Un appartement de 32 mètres carrés, 60 000 €. Donc on va regarder les photos. Ah, il n'y a qu'une photo. Ah, il y a un aéroport aussi. J'apprends dans l'annonce qu'il y a un aéroport pas très loin de Périgueux. Alors lui, il dit que c'est un quartier animé, avec des restaurants, donc c'est intéressant. Ça permet de se documenter aussi sur les quartiers. Donc il y aurait un séjour de 14 mètres carrés avec une cuisine équipée, auquel s'ajoute une salle de bain. Ce bien bénéficie également d'une cave. Ok, on va noter. 60 000 €, enfin 60,5. T1, 32 mètres carrés. Par contre, on n'a pas beaucoup d'annonces. On n'a qu'un seul bien en fait. Donc je vais regarder sur le Bon Coin si on trouve d'autres biens. Bah alors, Périgueux, je l'ai mal écrit. Ah mince, il y a un U en plus. Périgueux. Ok, autant pour moi alors, excusez-moi. Périgueux. Ok, donc une vente immobilière. On va mettre une surface de 40 mètres carrés, 30 mètres carrés. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Ok, T2, F1, T2, 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 T2. Ah, la même annonce qu'on a vue sur le bien ici.
on a beaucoup de T2. Ouais, et on n'a pas beaucoup de studios en fait à vendre. Alors lui, j'ai un studio de pièces, mais bon, je sais pas ce que ça veut dire. Ok, donc on a assez peu d'offres. Là, on est sur un appartement type F1, donc c'est studio. Un ascenseur dans une résidence. On a des charges de 705 € par an et la taxe foncière de 851 €. Ah, c'est élevé. Hein. Ah ouais, c'est plutôt très élevé pour un petit appartement. Ça va réduire notre rentabilité. Ça nous fait des charges en plus. Ok, en plus, faut faire des travaux. Hein. Là, faut tout rénover. Bon, c'est souvent le cas. Hein. La cuisine, salle de bain, c'est l'occasion de donner de la valeur, créer de la valeur et de rénover. Mais ok, donc 59 300 €. On est dans des prix similaires avec l'autre bien. Alors, je vous cache pas que là, avec les chiffres qu'on a, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué à trouver de la rentabilité parce que le prix d'achat, 60 000 €. Moi, j'ai l'expérience des chiffres et je sais que c'est beaucoup trop cher pour avoir un bien qui s'autofinance, même en transformant le logement en T2. Donc, est-ce qu'il y a des annonces moins chères qui pourraient être intéressantes? Là, on a déjà un T2. Un petit coin kitchenette, ça c'est classique. Hein. Nous, il faut qu'on fasse mieux. Hein. Même une cuisine petite équipée, ça fait toute la différence. 40 mètres carrés. Centre historique de Périgueux. Au deuxième étage et dernier étage d'une petite copropriété. Ok. Bon, ben en fait, je me rends compte que cet appartement a pas l'air si mal. Bien placé dans le centre-ville historique. Quelques travaux à faire, mais ça on aurait dû en faire. Mais ce T2 là, à 47 000 €, il est moins cher que des studios. Donc, il est plus grand aussi. Alors après, à voir avec les mètres carrés. Parce que si c'est sous les combes, ben on perd des mètres carrés, mais si c'est quand même habitable, ça peut convenir. Donc je me méfie un peu du 40 mètres carrés en fait. Mais en fait, là pour un T2, on achète moins cher qu'un T1, ce qui n'est pas logique normalement. Donc c'est une offre qui a l'air intéressante déjà de base. Elle est déjà à un prix très bas. Donc ça va nous intéresser en fait. Je ne vais même pas avoir besoin de transformer un studio en T2. Je vais prendre directement un T2. Alors là, ça va être une opération très classique de chez Classique. Hein. On va partir là-dessus. 47 000 €. Ok. On va passer du coup à l'étape 4 et l'estimation du rendement. Donc, on va récupérer le coût total de notre investissement. Donc le coût d'achat 47 000. Les frais de notaire environ 9% pour des achats en dessous de 50 000 €. Donc ça va faire dans les 4 000 €. Les coûts des travaux.
Donc moi je conseille toujours de rénover le bien pour attirer plus facilement des locataires et créer du déficit foncier. Donc il faudra refaire la cuisine. Ah, peut-être que les fenêtres sont aussi en simple vitrage. Cuisine, salle de bain à mon avis. Bon, la salle de bain a l'air pas trop mal. On n'a pas beaucoup de photos. Donc ça va nous coûter au moins 6 000 euros, hein. Ça va vite. Une cuisine plus quelques travaux. On est autour de 6 000 euros, ouais, je pense. Donc on aurait un coût total de 57 000 euros. Ok. Alors là, le loyer, j'avais estimé à 360, mais c'était des petites surfaces. C'était 32, 33. Là, on a 40 mètres carrés. Donc on peut estimer louer, je pense, à, surtout si on rénove, à 400 euros. 400 euros, on voit qu'il y en a qui sont à 450. D'autres à 390, 399. Apparemment, on est vraiment bien situé dans le centre-ville, donc 400 euros, ça me paraît vraiment bien. Et donc, le calcul simple à faire, en fait, c'est savoir si... C'est la règle des 1%, en fait. La règle des 1%, c'est quoi? C'est savoir si un mois de loyer, donc 400 euros, correspond à 1% du prix total d'achat. Si vous respectez déjà cette règle des 1%, eh ben vous pouvez aller en détail parce que vous savez que vous allez avoir un bien rentable. Ici, on est à 47 000 euros du coût total, donc il faudrait soit un loyer de 470 euros, ce qui est un peu trop élevé pour la ville de Périgueux par rapport à ce que j'ai vu, soit faire baisser le prix de 7 000 euros pour arriver à 40 000 euros. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas forcément non plus obligé d'atteindre cette règle des 1%, c'est un indicateur. Et là, on est assez proche au final des 1%, et donc ça vaut le coup vraiment d'aller plus loin. On va donc passer à la 5e étape et regarder les mensualités un petit peu du crédit qu'on aurait. Ah là là, je sais pas ce qui se passe. Je cafouille. Je cafouille. Donc voilà, on va passer à la 5e étape. On va reprendre nos prix, nos chiffres calculés. Donc on était à 47 000 euros. 47 000. Ah non, je me suis trompé. 57 000. Ouh là là, faut que je reprenne mes calculs. Non, 57 000. 57 000 euros, donc ça change un petit peu les plans. Cependant, on est toujours pas si loin que ça que de la règle des 1%, donc on va faire le calcul. De toute façon, on est parti, on est là pour comparer et faire différents scénarios. Donc, on a un coût total de 57 000. Loyer estimé 400 euros. La marge de 30%, c'est ce que de toute façon va prendre la banque va prendre ça en compte. Ils vont enlever 30% de vos revenus bruts parce qu'ils savent que vous allez avoir une multitude de charges, des charges réelles en plus, hein, c'est la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, les charges de copropriété, des travaux dans vos appartements, etc., etc. Donc il faut bien prendre au minimum 30% pour la banque. Donc nous aussi on va faire le calcul comme si on se plaçait à la place de la banque. Comme ça on pourra anticiper leurs questions et les points de blocage s'il y en a. Donc on enlève 30% à 400 euros, ça nous fait donc du 280 euros net par mois estimé. Donc si on fait un prêt sur 20 ans de 57 000 euros, qu'est-ce que ça donne comme mensualité ? Sur 20 ans, le meilleur taux, il est 1,3, 1,29, mais
Nous, si on emprunte la totalité, il va falloir céder sur certains points et le taux sera plutôt de 1,8. Le plus important, c'est vraiment de se faire financer à 110%, d'emprunter la totalité. Le taux d'assurance, par contre, il prévoit un taux un peu élevé, ce sera plutôt autour des 0,1. 0,1 taux d'assurance. Donc on aurait une mensualité de 288 €. Et donc là, on peut voir, est-ce que nos mensualités sont plus élevées que notre loyer net estimé? Donc on est, allez, on va dire à l'équilibre, vu qu'il y a 8 € de plus en mensualité que de revenus nets. On est à l'équilibre, on est vraiment à cette zone d'autofinancement. On ne peut pas non plus viser un gros cash flow parce qu'on ne transforme pas vraiment le bien. On a pris un T2, on le reloue en T2. Donc n'imaginez pas avoir des grosses rentabilités comme ça. Il va falloir transformer, faire de la coloc, faire de la location saisonnière, diviser un grand T4 en deux T2. Il va falloir faire des choses comme ça pour vraiment avoir du cash flow. Mais là, on est sur un exemple classique, un investissement classique sans trop de risques, qui nous permet au moins d'avoir un bien qui va se payer tout seul pendant 20 ans et de se créer un patrimoine d'environ 50 000 €, un petit appartement. Et si on multiplie ces opérations, on peut vite avoir 150 000 € de patrimoine dans 20 ans. Donc on va passer à l'étape 6 et on va utiliser mon calculateur personnel pour tout simplement étudier plus en détail les chiffres et les charges, voir comment on peut faire jouer les chiffres aussi pour augmenter notre rentabilité. Donc on était sur un bien de 40 mètres carrés, affiché à 47 000 €. Plus on l'a même pas négocié, parce qu'une négociation de 5 000 €, ça va être envisageable, on tire toujours le prix vers le bas. J'avais estimé à 6 000 € de travaux, 4 000 € de frais de notaire, des frais bancaires, c'est vrai que la banque va vous demander des frais de dossier. Essayez toujours de les négocier à 0 €. Des fois ça ne sera pas possible, mais essayez de les réduire au moins de moitié, ou du tiers, ou du quart, ou tout ce que vous pouvez gagner, il faut essayer de le gagner. Donc moi je vais le mettre à 500 €, on va pas faire une simulation trop optimiste. La valeur du mobilier. Alors c'est vrai que moi j'aime bien louer en meublé pour attirer des bons locataires, parce qu'on leur fournit un service clé en main, ils n'ont qu'à venir avec leurs bagages, leurs valises, et ils peuvent s'installer. Donc on trouve plus facilement de locataires, surtout en ce moment avec les mutations professionnelles ou j'ai envie de dire les expériences professionnelles des gens qui viennent s'installer dans une ville pour un travail ou pour des études ou un stage. Les gens n'ont pas envie d'acheter un frigo, n'ont pas envie d'acheter un canapé, etc. Donc moi je mise sur 1 500 €, c'est le mobilier pour une chambre et allez, peut-être 2 000 € si on rajoute la vaisselle et une table, 2 000 €. Et le lit plus matelas. Donc on arrive en fait à un coût total de 60 000 €, presque 60 000 €. Alors dans la partie financement, on garde un taux d'intérêt d'1,80 environ sur une durée de 20 ans et avec une assurance du crédit à 0,10. On aurait des mensualités quand même de 300 €. Pour la partie fiscalité, alors ça dépend vraiment de chacun. Chaque situation est différente. Tout simplement parce que les revenus immobiliers vont s'ajouter à vos revenus de salariés. Donc si vous êtes dans la tranche à 14, à 30, 40%, c'est pas la même chose. Mais il faut savoir que vous allez donc payer par exemple 14% sur vos revenus immobiliers si vous êtes dans la tranche à 14, plus les impôts, les prélèvements sociaux qui sont appelés CSG et qui sont de 17,2%. Donc vous pouvez facilement vous retrouver à 31,2% d'impôt sur vos revenus immobiliers. Alors que ces revenus immobiliers, ce n'est pas l'argent qui tombe dans votre poche, parce que vous devez payer votre crédit, vous devez payer tous
tous vos charges. Donc là, tout de suite, la rentabilité, elle est très impactée. C'est pour ça que je conseille toujours de louer en meublé, au moins au début, quand on débute dans l'investissement, avec le statut LMNP, loueur meublé non professionnel, dans lequel vous allez pouvoir amortir le prix du bien et amortir le prix des travaux, ça c'est classique, mais le prix du mobilier surtout. En fait, ça va permettre de créer du déficit et vous n'allez pas payer d'impôts pendant 5-6 ans. Voilà. Donc c'est vraiment la meilleure situation pour démarrer facilement sans se prendre la tête dans l'investissement immobilier. Pour les recettes locatives, donc, on va partir sur une vacance locative de 2 semaines par an, en moyenne, comme si votre logement était vide pendant 2 semaines. Donc ça correspond à 4% à l'année. Oui, bah, il faut prendre ça en compte, hein, parce que ça arrive toujours, hein, entre 2 changements de locataire. Il peut y avoir une période où votre logement n'est pas loué, donc il faut le prendre en compte aussi. Le loyer, on avait dit qu'on louerait 400 €. Hop. Les charges déductibles. Donc on est sur une assurance du crédit qui est calculée automatiquement parce qu'on a un taux à 0,10%. Si vous faites gérer par une agence, ça sera 7 à 8% de vos revenus, charges comprises. La taxe foncière, elle n'est pas indiquée dans l'annonce. Par contre, j'avais vu un autre bien, là, 800 € de taxe foncière, ça me paraissait vraiment énorme, hein, pour un appartement. Et là, on n'a pas non plus les charges de copropriété. Bon. Bah, la taxe foncière, par rapport à l'autre annonce, je vais mettre 500 €, ce qui est vraiment beaucoup. Enfin, sachant qu'on peut... je vais décaler un petit peu. Sachant qu'on a dans d'autres villes des maisons avec des taxes foncières à 800 €. Voilà, ça dépend vraiment des emplacements, des quartiers. Il faut vraiment demander ce chiffre à l'ancien propriétaire. Les réparations, vous aurez toujours des réparations dans vos logements. Malheureusement, mais bon, une table qui casse, une serrure à changer, un parquet à refaire, des joints à refaire dans une salle de bain, un évier qui fuit. Donc moi je prévisionne toujours la moitié d'un mois de loyer. Donc ici 200 €. Les charges de copropriété. Alors souvent c'est dans les 80 à 100 € par an. Là il parle de petite copropriété avec un immeuble à 2 étages. Donc peut-être que c'est pas trop cher, je vais quand même mettre 800 €. Ça va falloir les demander aux propriétaires, hein. L'assurance propriétaire non occupant. Alors, ça c'est l'assurance obligatoire pour le propriétaire, donc une centaine d'euros, voilà. Si vous faites gérer par une agence, eh ben vous avez 75 € de frais d'entrée-sortie. Enfin, ça c'est mon barème à moi, c'est ce que je paye actuellement, donc je réutilise les mêmes chiffres. Vous, ça sera peut-être plus, hein. Il y en a qui demandent un demi-mois de loyer aussi. Voilà. Donc les chiffres, on aurait un rendement brut de 7,70 et un rendement net de 4,29. Mais le plus important, c'est savoir ce qui va dans notre poche ou ce qui sort de notre poche, en fait. Le rendement, c'est bien pour le dire aux copains, mais ce qui est vraiment utile, c'est savoir combien d'argent rentre dans notre poche. Donc là, on ne va pas faire attention à ces chiffres-là, ça prend en compte la fiscalité, selon que vous louez en location nue, en LMNP, mais ça dépend de votre TMI aussi, tranche marginale d'imposition. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le cash flow. Et là, en prenant en compte vraiment plus de charges, en prenant en compte la vacance locative, la gestion par une agence, on se rend compte en fait qu'on a un cash flow bien négatif là. Moins 88 € par mois, ça commence à faire beaucoup.
et ça commence à faire moins 1000 € par an. Donc là, pour un investisseur rentable, c'est pas ce qu'on recherche. Je vais enregistrer le scénario. Je vais enregistrer le scénario, donc avec agence. On peut imaginer le même scénario mais sans agence parce que ça reste une location plutôt classique, un T2, sans trop de travail pour le propriétaire. Donc on aurait déjà un cash flow amélioré, on n'aurait que 56 €, c'est toujours pas ce qu'on recherche, hein. Nous c'est au minimum l'autofinancement. Surtout qu'avec tous les imprévus de l'immobilier, il est rare de... Enfin, plutôt, il est plutôt fréquent de faire des réparations, et des réparations peuvent coûter très cher, donc le prix monte très vite. Ouais, je pense que là, pour un T2, pour avoir un bien autofinancé, il va falloir automatiquement partir sans agence. Après, on peut partir aussi sur un taux un petit peu inférieur, hein. On peut se dire, ben, j'ai négocié à 1,6 par exemple. Donc, au lieu d'avoir 302 de mensualité, on va gagner 5 €. Donc, vous voyez, ça va pas faire jouer, ça va pas jouer beaucoup en fait, hein, sur le cash flow, le taux d'intérêt. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a plein d'autres options à négocier quand on demande le financement d'un prêt, comme le remboursement en anticipé, comme le différé du prêt. On peut demander à ce qu'il démarre dans 2 ans, dans 3 ans, même chez certaines banques. Ça nous permet de se créer une trésorerie, d'accumuler des loyers sans payer trop de remboursement de crédit. Et ça nous permet de gagner une trésorerie, en fait, de se créer une trésorerie pour les futures années à venir. Bref, on voit que ça ne change pas grand-chose. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire la négociation. Moi, j'aime bien minimum 5 000 €. De toute façon, c'est les chiffres qui vont parler, hein. Si c'est pas rentable, ben, on ne proposera pas 42 000 € par exemple. Donc là, 42 000 €, on est toujours à moins 24 €. Après, en fait, on peut regarder comme ça jusqu'à combien on peut descendre pour que ça s'autofinance au minimum. Peut-être 35 000 €. On est à 14 €, 35 000 €. On peut peut-être monter à 36 000 €. Ouais. Allez, on pourrait du coup acheter à 38 000 €. À 38 000 € et on aurait un cash flow, enfin un bien qui s'autofinance parce qu'à 3 € par mois, c'est comme si ça s'autofinançait. Donc il faudrait quand même faire baisser le prix de 9 000 €. 9 000 € pour 47 000 €, c'est presque 20%. Ouais, c'est possible, hein. De toute façon, vous devez essayer parce que sinon, au-delà, vous aurez du mal à avoir un bien autofinancé. Après, ce qui joue aussi, c'est les charges. Il faudrait s'assurer que les charges sont les bonnes. Taxes foncières, les charges de copropriété surtout. Voilà. Je vais enregistrer ce dernier scénario. Après, vous avez également les travaux, hein. Les travaux, il va falloir les faire vérifier par un artisan et demander des devis, bien sûr. Je vais comparer les scénarios pour résumer un petit peu ma vidéo sur l'investissement à Périgueux. Donc, ce qui est important, c'est de voir ces chiffres-là. Donc, au départ, on a bien un très mauvais cash flow qui ne nous permet pas d'investir.
Parce que si vous achetez avec un cash flow négatif, en fait, vous allez pouvoir survivre à un investissement. Vous allez pouvoir payer 100 € par mois de votre poche, il n'y a pas de souci. Vous allez peut-être pas trop le sentir. Mais le problème, c'est que si vous voulez répéter les investissements, si vous voulez multiplier, refaire d'autres opérations, qu'est-ce qui va se passer? La banque va voir que vous avez déjà un moins 100 € par ici, moins 200 € par là, moins 150. Au bout d'un moment, forcément, la banque va arrêter de vous prêter. Alors que si vous êtes en positif, c'est tout l'inverse en fait. Vos revenus augmentent grâce à l'immobilier. Vous avez une capacité d'emprunt plus élevée. Et donc, vous pouvez multiplier les investissements presque à l'infini. Tant qu'à trouver... il ne restera plus qu'à trouver une banque qui vous suive. Mais c'est ça le principe. C'est pour ça que dans l'idée, il faut toujours trouver au moins un bien qui s'autofinance, qui se paye tout seul, dans lequel vous n'avez pas d'argent à mettre. En fait, pour résumer, le premier cas, on achète une dette en fait. On achète une dette et tous les mois, on va mettre de notre poche. Donc, le deuxième scénario avec sans agence, déjà c'est un petit peu mieux. Et après, il faut négocier le prix d'achat pour vraiment arriver à l'autofinancement. Donc, ça serait 38 000 € le maximum qu'on pourrait acheter pour avoir un bien qui s'autofinance. Je ne parle même pas de rendement parce que le rendement, c'est bien, comme je dis, pour faire beau. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce qui arrive dans votre poche. Après, on peut aussi faire des comparaisons en mettant un peu d'apport, mais je ne conseille vraiment pas de mettre de l'apport. Pourquoi? Parce que ce sera de l'argent perdu, en fait, vous ne le récupérerez jamais. Alors que voilà, tout simplement. 5 000 €, c'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais vous pouvez peut-être les investir ailleurs, investir en bourse par exemple, ou partir en vacances, ou en profiter pour faire des voyages. On va faire le scénario quand même, 5 000 €. Du coup, on a moins emprunté, on a moins de mensualité. Regardez. Au lieu d'avoir 249 € de mensualité, si on met 5 000, on a 224. Donc on gagne 25 € en plus. C'est pas énorme, en fait. On se rend compte que c'est pas énorme. Et puis, pour ceux qui se demandent, ben oui, mais mon apport va me rapporter plus que si je le plaçais en banque, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, et vous vous dites aussi, je vais payer moins de mensualité, c'est vrai aussi. Mais il faut bien comprendre que c'est pas vous qui le payez, c'est le locataire. Et ça change tout en fait. Quand vous prenez ça en compte, quand d'autres payent pour vous, eh ben, c'est ce qu'il faut utiliser au maximum. Il faut utiliser l'argent des autres, tout simplement. Et pas son argent. Voilà, même avec 5 000 €, on a augmenté notre cash flow de 25 €. Bon, ça peut être un cas qui peut vous rassurer en tout cas. Qui peut vous rassurer, vous permettre de démarrer un premier investissement en ayant un petit cash flow positif, mettre un peu d'épargne. Mais bon, moi c'est ce que je ne conseille pas. Après, forcément, on a eu du mal à trouver un bien qui s'autofinance. On doit un peu tirer sur les cordes, on va devoir négocier. De toute façon, il n'y a pas de secret. Après, il y a d'autres techniques comme la colocation, la location Airbnb, qui permettent de transformer plus efficacement un bien et de créer plus de valeur et d'avoir automatiquement un meilleur revenu et des meilleurs cash flows. En tout cas, moi j'espère que si vous habitez dans la ville de Périgueux ou autour, ça vous a donné des idées pour pourquoi pas investir à Périgueux ou ailleurs. Si vous avez d'autres villes dans lesquelles vous souhaitez que je fasse le même type de vidéo, mettez-les moi en commentaire. Vous avez aussi la possibilité de télécharger mon guide pour faire la bonne affaire en immobilier dans la description ou dans une pop-up là qui va s'afficher. En tout cas, moi je vous souhaite des très bons investissements et une bonne journée. Allez, ciao!